Bonjour à tous. L'objectif de cette présentation est de zoomer sur le concept d'UTXO sur Bitcoin. Il y aurait potentiellement plusieurs moyens de s'intéresser au sujet, par le point de vue de la vie privée, ou celui des frais de transaction, ou plutôt l'optimisation des frais de transaction futurs. J'ai choisi ici de m'intéresser à ce qu'est intrinsèquement un UTXO, et on va voir que c'est très lié à la notion de titre de propriété sur Bitcoin. Les utilisateurs, disons, classiques sur Bitcoin ont pour connaissance des titres de propriété uniquement la phrase «Not your keys, not your coins». Si tu ne possèdes pas les clés, tu ne possèdes pas les fonds. C'est un bon schéma mental, mais disons qu'il est incomplet. Et dans cette présentation, nous allons détailler ce concept de titre de propriété. On va donc d'abord définir le concept d'UTXO clairement, puis définir la notion de script, ou plutôt de Bitcoin script. C'est un petit langage de programmation inventé par Satoshi Nakamoto et qui permet de définir des titres de propriété sur Bitcoin. On étudiera le concept d'adresse et on détaillera aussi le concept de signature qui, dans le cadre de Bitcoin, ne sont pas aussi simples que ce que l'on pourrait croire. Alors commençons comme toujours sur Bitcoin avec la création d'un portefeuille. J'ai ici affiché la première adresse de mon portefeuille sur un Explorer, mempool.space, qui sera l'Explorer de référence au cours de cette présentation. On voit que la balance actuelle, c'est de 0 Satoshi. Bon, c'est naturel, je n'ai pas encore envoyé de fonds. Faisons donc ça. J'envoie d'abord 5000 Satoshi, puis disons 15 000 Satoshi, puis 10 000 Satoshi. Il me suffit de rafraîchir la page pour arriver au résultat voulu. J'ai bien obtenu mes 30 000 Satoshi. Les utilisateurs débutants auront tendance à prendre des raccourcis et à se dire que mon adresse, c'est finalement comme un IBAN, un identifiant bancaire unique, qui identifierait ici mon compte Bitcoin. Et au fur et à mesure que les transactions sont incluses dans la blockchain, le réseau mettrait à jour une balance associée à chaque adresse. Bon, on va voir que ce n'est pas exactement comme ça que ça fonctionne. Juste en dessous du concept de balance, on a la notion d'UTXO qui apparaît pour la première fois. Et la page en confirme ici 3. Ça correspond potentiellement au nombre de transactions que l'on a fait, mais on n'en est pas encore sûr. Alors descendons dans la page, et là on voit une nouvelle notion, la notion de sortie non dépensée. On retrouve les montants des transactions qu'on a fait, 5000, 15 000 et 10 000 Satoshi. Bon, on va dans notre wallet et on trouve un onglet également UTXO. Tout ça a l'air d'être associé à ma balance de 30 000 Satoshi, mais on retrouve ici les montants de 15 000, 10 000, 5 000 Satoshi. Bon, il semblerait qu'on ait raté quelque chose. Commençons par le modèle du cash. Le modèle du cash fonctionne avec des morceaux de devises. Quand j'ai 1,50 € sous la forme d'une pièce de 1 et une pièce de 50 centimes, je possède techniquement deux morceaux d'euros, un morceau de 1 € et un morceau de 50 centimes. Dans la vie de tous les jours, on appelle juste ça des pièces. Sur Bitcoin, ça fonctionne exactement de la même manière. Lorsque j'envoie des fonds dans un portefeuille Bitcoin, je vais envoyer un morceau de Bitcoin. Ce morceau de Bitcoin, il porte un nom un peu technique sur Bitcoin, UTXO, Unspent Transaction Output, ou en français, sortie de transaction non dépensée. On ne va pas s'attarder sur ce nom technique pour le moment, mais dans une slide suivante, on verra très visuellement
que forcément, tous les morceaux de Bitcoin en circulation sont des sorties de transactions non dépensées. Ce sera très visuel par la suite. Quand je possède donc 30 000 Satoshi dans mon portefeuille, en réalité, mon portefeuille contrôle 3 UTXO, un de 5 000, un de 15 000, un de 10 000, et la somme des UTXO, des morceaux de Bitcoin contrôlés par mon portefeuille, fait bien 30 000, et c'est pour ça que mon portefeuille et l'Explorer m'affichaient une balance de 30 000. Revenons au modèle de cash. J'ai ces pièces dans ma poche et donc elles m'appartiennent. Le concept de titre de propriété sur du cash est en fait assez flou. Et ce que je viens de dire d'ailleurs n'est pas forcément vrai. Peut-être que ces 1,50 € ne m'appartiennent pas et on me les a prêtés pour que j'aille faire une course. Bon, bah dans ce cas-là, on se rend bien compte que le modèle de titre de propriété sur du cash est très implicite et pas vraiment bien défini. Dans le cadre de Bitcoin, on ne peut pas du tout se permettre ça. La donnée des UTXO va être répliquée sur l'ensemble des nœuds du réseau. On ne peut pas se permettre, dans ce cadre-là, d'avoir un concept de titre de propriété aussi flou que dans le modèle du cash. On va donc devoir clairement expliciter qui possède les fonds. On va devoir clairement designer un cadenas numérique, un titre de propriété. Sur Bitcoin, on exprime ce titre de propriété dans un petit langage de programmation sous la forme d'un petit script écrit en langage Bitcoin Script. Et c'est ce sujet-là qu'on va détailler principalement dans cette présentation. Concernant la taille des UTXO, euh, un UTXO peut être très petit, jusqu'à 1 Satoshi. On parle ici d'un 100 millionième de Bitcoin. C'est la subdivision la plus petite que l'on ait sur Bitcoin. Et elle peut être aussi grande que l'on veut, en fait, aussi grande que la profondeur de votre portefeuille le permet. Le rôle des nœuds du réseau, en mettant à jour, en se mettant d'accord sur une version commune de la blockchain, c'est au final de se mettre d'accord sur une version commune du registre de qui a quoi, en fait. Et qui a quoi, c'est simplement la donnée de tous les UTXO, donc de tous les montants associés à leur propriétaire. Comment fonctionnent donc les dépenses? Eh bien, comme pour le cash, on avait la notion de morceau de Bitcoin, eh bien, comme pour le cash, on va fonctionner sur un modèle similaire. Je reviens à mon analogie, j'ai mes 1,50 € en poche et je vais à la boulangerie acheter un pain au chocolat. Il coûte 1,20 €. Je vais devoir fouiller dans ma poche et récupérer un montant suffisant pour couvrir la dépense. Je vais tendre 1,50 € à la boulangère, récupérer mon pain au chocolat et je ne vais pas oublier mon change, les 30 centimes que j'ai donnés en surplus. On est habitué sur le modèle de cash à donner plus, mais à re-recevoir la différence dans la même transaction. Bah, sur Bitcoin, on fonctionne encore exactement de la même manière. Dans mon exemple ici, je suis Alice dans cette slide. Je veux envoyer un Bitcoin à Bob et 3 Bitcoins à Carole. La somme que je vais envoyer, c'est 4 Bitcoins. Mon portefeuille va donc sélectionner, dans les UTXO qu'il contrôle, 2 morceaux de Bitcoin. Ici, un morceau de 3 Bitcoins et un autre de 2 Bitcoins qui sont suffisants à couvrir ma dépense de 4 Bitcoins. Ces 2 UTXO vont être dépensés dans ma transaction. Ils vont donc être les entrées ici de ma transaction. Je veux envoyer un Bitcoin à Bob. Je vais lui demander son adresse Bitcoin. On verra dans la suite de cette présentation que ça me permet de définir son titre de propriété que je vais donc coller à cet UTXO. Je vais créer un second UTXO de 3 Bitcoins associé au titre de propriété de Carole. Et je ne vais pas oublier de me redonner le change, dans ce cas-là, un Bitcoin.
Alors on voit que j'ai au final seulement reversé dans ma poche 0,9 Bitcoin. Il y a un montant fantôme implicite qui sera en fait récupérable par le mineur sous forme de frais de transaction. Ici, j'ai payé 0,1 Bitcoin de frais de transaction. Et le mineur, lorsqu'il fabriquera son bloc et qu'il inclura ma transaction dans son bloc, pourra récupérer ce montant-là. Il y a cependant un type de transaction particulier, les transactions de type Coinbase. C'est la première transaction de tous les blocs et c'est la transaction qui vient récompenser le mineur pour la création du bloc. L'activité de minage est une activité qui coûte cher et le réseau subventionne l'activité de minage. Dans cette transaction particulière, aucune dépense n'est effectuée. On voit qu'il n'y a aucun UTXO en entrée de cette transaction, mais le mineur a pu envoyer un certain montant qui va être le montant de la subvention, clairement défini par le protocole, et le montant des frais de transaction. Ce que j'appelle subvention, c'est en fait le montant de la création monétaire autorisée par Bitcoin. Alors quand on parle de création monétaire sur Bitcoin, il faut parler de politique monétaire. Vous avez à l'écran affiché la politique monétaire entière de Bitcoin. Elle est écrite sur quasiment 10 lignes et on voit qu'il y a autant de commentaires en anglais que de code. On va donc pouvoir la détailler sans que ça fasse trop peur. Cette fonction, ce bloc de calcul, permet pour un bloc donné, dont la hauteur est définie ici, de calculer le montant de la subvention que le mineur peut s'attribuer à lui-même. Sur Bitcoin, on a un concept de halving où tous les 210 000 blocs, cette subvention est divisée par 2. On commence donc par compter le nombre de halving en divisant la hauteur du bloc actuel par ce fameux paramètre de consensus qui correspond à ces 210 000 blocs d'intervalle entre deux halvings. On initialise la récompense à 50 bitcoins et on la divise par 2 autant de fois qu'il y a eu de halving. Donc la récompense finale, c'est 50 bitcoins divisé par 2 à la puissance le nombre de halving. À l'heure où je tourne cette vidéo, la récompense est de 3,125 bitcoins. Lors du lancement du réseau, la récompense était de 50 bitcoins. Et tous les 4 ans, on va continuer à diviser par 2 cette récompense jusqu'à l'année 2140 où aucune subvention n'existera plus et le mineur se rémunérera uniquement avec les frais de transaction. Alors, on a évoqué ce concept de transaction. Maintenant, on va voir comment les fonds bougent de portefeuille en portefeuille, de propriétaire en propriétaire, à l'échelle du réseau. J'ai ici recréé une notion de blockchain qui va grandir au fur et à mesure que je passe les slides. Ici, on a uniquement le Genesis block qui a été ajouté. Il n'y avait pas à cette époque-là de Bitcoin encore en circulation. C'est le Genesis block qui a créé les 50 premiers Bitcoins. Bon, bah, j'ai donc une seule transaction qui est une transaction sans input, mais avec un output ici de 50 bitcoins. C'est la transaction Coinbase pour le Genesis block. J'attends un peu et le premier bloc, le bloc numéro 1, donc le deuxième bloc en réalité de la blockchain, apparaît. Encore une fois, on n'a pas de dépenses de transaction traditionnelle, on a une transaction, encore une fois Coinbase, qui vient recréer les 50 bitcoins suivants. Mon troisième bloc, le bloc numéro 2, est ajouté à la blockchain. De nouveaux bitcoins rentrent en circulation. Mais il est important de noter que les deux inputs ici ont été dépensés dans une transaction et regroupés dans un output plus gros, un UTXO plus gros,
de 100 bitcoins si on part du principe que les deux entrées étaient de 50 bitcoins. J'ajoute un nouveau bloc et cette fois-ci, l'UTXO qui est ici a été dépensé pour créer deux UTXO à la place plus petits. Par exemple, de 50 bitcoins chacun. De 25 bitcoins chacun, pardon. On a toujours notre nouvelle création monétaire qui a été effectuée. Et on va donc pouvoir observer, bloc après bloc après bloc, le mouvement des fonds qui passent de propriétaire en propriétaire en étant digérés par des transactions pour être redistribués ailleurs. Alors, on se souvient de ce que veut dire UTXO, Unspent Transaction Output, ou sortie de transaction non dépensée. On voit que la simple dépense d'un UTXO permet sa destruction. Un UTXO est par définition non dépensé. Si je le dépense en le mettant en entrée d'une transaction, je ne l'affiche même plus dans ma slide. Ce n'est plus un UTXO. Et donc, très naturellement, on voit dans cette slide que chaque UTXO est bien une sortie de transaction et qu'il n'est pas dépensé. Bon, si on réfléchit un peu, c'est exactement ce qui se passe pour le cash. Lorsque la boulangère m'a redonné mes 30 centimes, ces UTXO version cash étaient le produit de la dernière transaction dans laquelle ils sont intervenus, la transaction où j'achetais le pain au chocolat. Et je les ai toujours dans la poche parce que je ne les ai pas encore dépensés. C'est le même concept. Pour le modèle du cash, on n'a pas besoin de réfléchir au concept, il est tout à fait logique. Il se trouve que sur Bitcoin, c'est le nom technique que l'on a donné au morceau de Bitcoin, UTXO. Alors, Satoshi Nakamoto était déjà assez visionnaire à son époque. Il aurait pu faire en sorte que chaque UTXO soit bloqué simplement à une clé publique. Mais il a décidé d'apporter beaucoup de souplesse et pour essayer de comprendre ce qu'il voulait faire, on va lire cette citation de Satoshi Nakamoto. La nature de Bitcoin fait qu'une fois lancé, son architecture était figée définitivement. C'est pourquoi j'ai voulu le concevoir pour supporter tous les types de transactions imaginables. La solution était le système de script qui généralise le problème en permettant aux parties prenantes de décrire leurs transactions sous forme de prédicats que le réseau de nœuds peut vérifier. Cette architecture supporte une variété extraordinaire de types de transactions. Transactions de séquestre, contrats avec garantie, arbitrage par un tiers, signatures multiples, tout cela devait être prévu dès le départ pour garantir leur faisabilité future. Donc Satoshi Nakamoto sait que dès la première version de Bitcoin, la version 0.1, la première version publiée, il faut que soient autorisés tous les types de transactions qu'il voulait inclure à Bitcoin. Sinon, lorsque le réseau serait trop grand, il ne serait plus possible, c'est compliqué de mettre à jour un système aussi décentralisé que Bitcoin. Une fois que le réseau est suffisamment décentralisé, on ne peut plus effectuer ces modifications profondes du protocole. Et donc Satoshi les a ajoutées dès le départ. C'est ce concept de Bitcoin script qu'on va creuser dans cette présentation. Voici donc Bitcoin script. C'est un petit langage de programmation et comme tous les langages de programmation, il y a des opérateurs. On peut voir ici à gauche des opérateurs qui permettent de mettre de la donnée en mémoire. On a des opérateurs qui permettent de créer des conditions, des embranchements dans le code. Donc, créer des titres de propriété qui, dans certains cas, vont pouvoir être dépensés d'une manière A et dans d'autres cas, dépensés d'une manière B. On avait mis des données en mémoire avec ces opérateurs. On va pouvoir ici manipuler cette mémoire. On a également des opérateurs qui vont faire des opérations élémentaires sur ces données en mémoire. Par exemple, ici, une addition, ici, une soustraction.
On a des opérateurs qui font des calculs un peu plus compliqués, par exemple ici le calcul de fonctions de hachage qui sont très importants en cryptographie et qui calculent l'empreinte digitale d'une donnée. Et les opérateurs les plus importants, c'est probablement ceux-ci: checksig, checksig verify, check multisig, check multisig verify, qui viennent vérifier des signatures. Alors ce concept de Bitcoin script apparaît lorsque vous cliquez sur les boutons de type détail dans les explorers Bitcoin. Ici, je clique pour une transaction que j'ai prise au hasard sur la blockchain, sur le bouton de détail, et on voit réapparaître la notion d'opérateur ici. En fait, les scripts ressemblent de manière brute à ça. Si Alice veut envoyer des fonds à Bob, Bob va devoir donner son titre de propriété à Alice. Et Alice va pouvoir ensuite forger une transaction dans laquelle elle créera un UTXO bloqué avec le titre de propriété de Bob. Bon, le titre de propriété brut ressemble à ça. On se rend bien compte que partager cette donnée n'est pas simple. Le destinataire, c'est de la donnée en hexadécimal. N'importe quelle donnée dans un ordinateur peut être exprimée en hexadécimal. Alors pourquoi est-ce qu'on reconnaîtrait que c'est forcément un script Bitcoin? Et qu'est-ce qui se passe si on fait une erreur de copier-coller? Si on copie tout sauf le dernier octet, par exemple. Bon, il se trouve que dans les scripts Bitcoin, souvent le dernier octet est celui qui vient demander la vérification de signature. Donc un simple erreur de copier-coller permet de donner des fonds gratuitement au réseau sur une erreur bête. Donc il faut inventer un concept pour partager simplement ces titres de propriété d'une manière reconnaissable, d'une manière compacte si possible, et avec un mécanisme de sécurité qui permet d'éviter les erreurs de copier-coller. Et c'est ça le concept d'adresse sur Bitcoin. Une adresse est l'écriture compacte d'un titre de propriété. Il existe plusieurs types d'adresses qui correspondent à plusieurs titres de propriété standards. Je cite ici pay to pubkey hash, pay to script hash, pay to witness pubkey hash, pay to witness script hash, pay to taproot. C'est les noms que l'on donne aux adresses respectives. On voit en première ligne du tableau que les adresses qui commencent par un 1 contiennent des hashes de clés publiques et vont donc permettre de bloquer les fonds à une clé publique. On peut aussi bloquer des fonds à un script arbitraire si j'ai envie de designer moi-même un titre de propriété complexe en donnant une adresse qui commence par un 3 et en donnant le hash d'un script dans cette adresse. En étant Bob, Alice peut m'envoyer, peut bloquer des fonds à un titre de propriété personnalisé pour mon script. On a des mises à jour des deux premiers types d'adresses qui ont été faits en 2017, mais on bloque toujours les fonds soit à une clé publique, soit à un script arbitraire. Et en 2021, un nouveau type d'adresse est apparu qui s'appelle Taproot. La mise à jour s'appelait Taproot et l'adresse va porter un nom, Pay to Taproot. On vient bloquer des fonds à une clé publique, mais une clé publique un peu particulière, on pourra le détailler plus tard dans une autre présentation, en deuxième partie en fait de cette présentation. La clé publique Taproot peut contenir des scripts. Le préfixe de chaque adresse est suffisant pour déterminer le standard dans lequel on s'inscrit. Un 1 ici, un 3 ici, un BC1Q ici. Ici, on a aussi un BC1Q, mais une taille d'adresse différente, ce qui permet de faire la différence entre bloquer des fonds à une clé publique ici ou à un script ici. Et BC1P pour les adresses Taproot. Alors regardons comment on transforme une adresse en un script.
Ici, je suis dans le cas pay to pubkey hash, les adresses qui commencent par un 1. Bob envoie une adresse comme ça à Alice. Le portefeuille remarque le 1 et il connaît le standard associé. Ce standard définit la succession d'opérateurs suivants comme script de verrouillage. C'est le titre de propriété qu'on vient coller à l'UTXO. Une seule donnée n'est pas définie par le standard, c'est le hash de la clé publique auquel on veut bloquer les fonds. Bah, ça tombe bien, c'est exactement ce qu'on avait donné, la donnée que l'on avait transportée par l'adresse Bitcoin. Donc la donnée du préfixe donne la structure du titre de propriété. Le contenu de l'adresse donne le hash de la clé publique auquel les fonds vont être bloqués. En partageant une adresse, le portefeuille qui envoie les fonds est capable de reconstruire votre script complet, votre titre de propriété complet. Un titre de propriété, je vais aussi l'appeler dans cette présentation script de verrouillage, car il verrouille un UTXO. Le nom un peu plus technique, c'est script pubkey. Pourquoi? Parce que c'est un script et parce que ça contient soit une clé publique, soit un dérivé de clé publique. En tout cas, souvent. Lors de la dépense, je vais devoir fournir un autre petit fragment de script qu'on va appeler script de déverrouillage. Le nom technique, c'est script sig pour les mêmes raisons. C'est un script et ça contient souvent une signature. La signature, elle est ici. Et j'ai aussi, dans le standard pay to pubkey hash, dû donner la clé publique correspondant à ce hash de clé publique. Bref, on vient bloquer des fonds avec ce script. Et lorsqu'on veut déverrouiller, dépenser en fait l'UTXO, l'utilisateur, le propriétaire, devra fournir le script de déverrouillage ici. Maintenant, comment le réseau vient valider la dépense? La première étape est de concaténer à gauche le script de déverrouillage et à droite le script de verrouillage pour obtenir un script complet. J'ai fait apparaître une notion de mémoire ici que j'ai appelée stack. Bon, peu importe, c'est juste une mémoire dans laquelle le script va s'exécuter. Le script ici va s'exécuter de gauche à droite et je vous propose un exemple complet ici. On commence par lire la signature. C'est simplement une donnée et les données vont simplement se placer en mémoire. Encore une fois, j'ai une donnée, cette fois-ci la clé publique, qui va à son tour aller en mémoire. Ici, j'ai un opérateur de duplication qui fait, comme son nom l'indique, une duplication de l'élément qui est au-dessus dans la mémoire. On a donc ici dupliqué la clé publique. L'opérateur de hachage vient hacher la clé publique qui est au-dessus dans ma mémoire pour obtenir le hash de la clé publique. Voici une autre donnée, c'est le hash de clé publique que j'avais donné en partageant mon adresse. Il se retrouve également, comme toutes les données, en mémoire. J'ai un opérateur ici qui vérifie l'égalité des deux éléments qui sont au-dessus dans la mémoire. Si cette égalité n'est pas vérifiée, la transaction crash et la dépense n'est pas autorisée. Dans cet exemple, c'était bien la bonne clé publique, et donc la transaction ne crache pas, on continue l'exécution. Le dernier opérateur qui va être exécuté, checksig, va, comme son nom l'indique, vérifier une signature. Il va vérifier la validité de cette signature fournie lors de la dépense contre cette clé publique dans le contexte de la transaction en cours. Parce que ce que l'on vient signer, c'est les données d'une transaction. Ça a été un succès dans mon cas. L'opérateur checksig a donc mis un 1 en mémoire. Il n'y a plus rien à exécuter. La mémoire n'est pas vide. Elle contient un élément qui est interprété informatiquement par vrai. Et donc l'exécution a bien fonctionné et le réseau peut valider ma dépense. On voit donc ici que les fonds n'ont pas été simplement bloqués à une clé publique,
ils ont été bloqués à un script standard qui va certes vérifier une signature contre une clé publique, mais on aurait pu faire quelque chose de tout à fait différent. Et on aura des exemples différents par la suite. Voici des exemples de transactions que l'on va détailler, dans lesquelles on bloque des fonds à une clé publique. Ici, on voit bien une transaction avec un input ici, un UTXO qui a été dépensé, et les fonds ont été transférés vers cet UTXO en sortie. Et on voit que l'adresse associée commence par 1. C'est bien une adresse pay to pubkey hash. On se souvient que ça correspond à un standard. Et voici le script que j'ai présenté juste avant, correspondant au standard. Ici, c'est le hash de la clé publique qui avait été transporté en donnant l'adresse. On va voir la dépense. Au moment de dépenser cet UTXO, comme je l'ai montré dans mon exécution de tout à l'heure, on a dû fournir le script SIG, le script de déverrouillage, qui contient, comme tout à l'heure, une signature qu'on reconnaît avec la clé qui est ici. Et ici, c'est une clé publique. Et le réseau va exécuter ce fragment de programme concaténé avec ce fragment de programme. C'est vraiment ce que fait le réseau. Je donne un deuxième exemple avec une transaction bloquée à une adresse différente, pay to witness pubkey hash, mais qui bloque de la même manière des fonds à une clé publique. Les fonds sont bloqués à une adresse qui commence par BC1Q. Et en fait, lors de la dépense, on vient également donner une signature et une clé publique. Et donc les vérifications qui vont être faites sont équivalents à mon exemple précédent. Mais on voit que pour ce format d'adresse un peu particulier, introduit en Bitcoin en 2017, on n'appelle plus ça script SIG, mais ces données, on les donne sous forme de witness data. Bon, on ne va pas détailler ce concept. Détaillons maintenant les adresses qui commencent par 3. Elles permettent de bloquer des fonds à un script sur mesure. Dans l'adresse, je donne le hash du script. Le préfixe 3 de l'adresse permet au portefeuille qui va construire la transaction de créer le script de verrouillage avec la succession d'opérateurs qui apparaît à l'écran. Lors de la dépense, la donnée du script devra être faite par l'utilisateur et l'utilisateur devra également donner tous les arguments pour que le script customisé s'exécute correctement. Par exemple, des clés publiques, des signatures, des choses comme ça. On va directement passer aux exemples. Ici, les fonds étaient envoyés à une adresse qui commence par 3, donc une adresse pay to script hash. On voit que... Alors, je suis allé un peu vite. En cliquant sur détail, on voit que le script associé correspond bien au standard des adresses pay to script hash avec la succession d'opcodes suivante. Et on remarque ici le hash du script auquel les fonds ont été bloqués. Lors de ma dépense, alors on voit que l'Explorer m'affiche un portefeuille multisig, multisignature 1 parmi 2. Bon, il nous prémâche le travail, mais on va vérifier tout ça. Lors de la dépense, j'avais dû fournir mon script, il est ici, et j'ai dû fournir tous les arguments pour que ce script s'exécute correctement. Ici, on reconnaît la clé qui correspond à une signature. Regardons le script. Donc, le script auquel a été bloqué les fonds est ici. Il a été décodé par l'Explorer Bitcoin que j'utilise pour que ce soit plus simple de lire son contenu.
on voit bien un check multisig qui correspond à un portefeuille multisignature. C'est un portefeuille multisig 1 parmi 2. On a bien le 1 parmi 2 ici. Les deux candidats à la dépense sont ces deux clés publiques. Et lors de la dépense, je dois fournir une signature parmi ces deux clés publiques. Enfin, une signature correspondant à l'une de ces deux clés publiques. La signature avait été fournie ici. Un autre argument avait été fourni, un 0, c'est juste pour corriger un bug de l'opérateur check multisig. C'est pas intéressant. Il va être mangé, mais il ne va pas être interprété d'une quelconque manière. Et c'est comme ça que le réseau va accepter la dépense. Il y a bien une signature parmi les deux signatures candidates associées à ces deux clés publiques qui va être fournie. Je montre un autre exemple. Ici, l'Explorer, alors on voit que les fonds ont été bloqués sur un portefeuille BC1Q, cette fois-ci pas au hash d'une clé publique, mais au hash d'un script. J'ai un portefeuille 2 parmi 3, on va vérifier ça. Encore une fois, le script a été fourni, il a été décodé juste en dessous par l'Explorer. Et cette fois-ci, deux signatures ont été fournies. Alors regardons le script, c'était bien un portefeuille multisignature. Deux signatures devaient être réunies parmi trois signatures candidates associées aux clés publiques définies ici. Le empty ici, c'est juste l'équivalent du 0 tout à l'heure pour corriger le bug des portefeuilles multisignatures. On a donc dû réunir ici deux signatures parmi trois candidats pour dépenser les fonds. Et c'est donc un portefeuille 2 parmi 3. On a déjà ici un usage un peu avancé de Bitcoin Script qui permet de séparer géographiquement différents portefeuilles et de devoir en réunir deux pour effectuer des dépenses. Nouvel exemple. Les fonds ont bien été bloqués dans un portefeuille qui commence par 3. C'est un portefeuille Pay to Script Hash. Cette fois-ci, on voit la présence d'un cadenas ouvert et je mets ma souris dessus, il affiche Unsigned. Bon, on va voir à quoi ça correspond. Rentrons dans les détails. Pour déverrouiller ce script, on a bien dû fournir le script et fournir les arguments pour que le script s'exécute. Cette fois-ci, on se rend compte qu'on n'a pas fourni de signature. On a juste fourni des chiffres 3, 5 et 4. Et on voit que le script en question, qui a été décodé en dessous, ne demande aucune vérification de signature. Et c'est pour ça que l'Explorer affiche Unsigned. On a ici bloqué les fonds sans utiliser du tout de concept de cryptographie, de clé privée, clé publique, de signature. On a fait un petit puzzle de maths et celui qui réussit à résoudre ce petit puzzle de maths est capable de déverrouiller les fonds. L'utilisateur ici a fourni trois nombres, 3, 5 et 4. La transaction a été incluse dans un bloc, donc forcément le script s'est bien exécuté. Alors regardons le genre de puzzle que c'était. On a trois additions différentes et à chaque fois on vient vérifier que ces additions, ici, ici et ici, correspondent à des chiffres prédéfinis, 9, 7 et 8. Quand on creuse un peu plus l'exécution, en fait, ce que demande ce script, c'est que les arguments 2 et 3, donc 5 et 4 ici, s'additionnent bien à 9. Les nombres 3 et 4 s'additionnent bien ici à 7. Et les nombres 5 et 3 s'additionnent bien à 8. Et si c'est le cas, la dépense sera autorisée. Ce n'est pas un script forcément très utile, mais ça montre toute la souplesse du design de Satoshi Nakamoto. Les fonds peuvent être bloqués d'une manière complètement customisée.
Je vais montrer le dernier exemple de cette présentation, un exemple, disons un peu équivalent, dans lequel je ne fais pas intervenir de signature, mais qui a une réelle utilité. Ici, j'affiche une transaction dans laquelle on voit que un certain nombre d'UTXO, tous bloqués à la même adresse, ont été dépensés et un montant de 2,48 Bitcoin a été envoyé à celui qui a réussi à faire la dépense. On voit tous ces cadenas unsigned en entrée. Regardons les détails. Ce qu'a dû fournir l'utilisateur pour faire la dépense, c'est 2 blocs de données et puis le script en question auquel les fonds étaient bloqués. Bon, on a donc 2 arguments en entrée. En dessous, le script a été déverrouillé. Regardons un peu ce qu'il fait. La première chose que l'on fait, c'est dupliquer ces 2 éléments. En fait, ce script est découpé en 2 parties. On fait 2 vérifications différentes et on duplique donc ces données 2 fois pour qu'ils soient mangés par les opérateurs dans les 2 parties du programme. Dans la première partie du programme ici, on vient vérifier la non-égalité des 2 arguments donnés ici. On peut remarquer à l'œil nu que ce bloc de data n'est pas égal à ce bloc de data. Celui-ci finit par A1, celui-ci finit par B1 par exemple. La première partie du programme s'assure de la non-égalité des arguments fournis pour déverrouiller le script. La seconde partie du programme hache le premier élément, hache le deuxième et vérifie leur égalité. On a donc d'abord vérifié que les éléments étaient inégaux, puis on a vérifié que leur hash, donc leur empreinte cryptographique par la fonction de hachage qui s'appelle SHA-1, sont égaux. 2 éléments différents qui donnent le même hash, on appelle ça une collision sur un système de hachage. Alors pourquoi c'est important? Parce que la cryptographie moderne, une des hypothèses importantes de beaucoup de protocoles de cryptographie moderne, c'est que l'on utilise des fonctions de hachage qui soient résistantes aux collisions. Résistant aux collisions, ça ne veut pas dire qu'aucune collision existe. On peut montrer que, quelle que soit la fonction de hachage, il existe même une infinité de collisions. Mais on ne veut pas être capable de trouver des collisions sur demande. Donc il peut être intéressant de clairement afficher publiquement l'existence de collisions sur un système de hachage. Peter Todd, un informaticien, un développeur Bitcoin euh, très impliqué dans le développement du protocole, avait créé ces portefeuilles et envoyé les premiers fonds dessus. Et plusieurs utilisateurs ont suivi en envoyant des fonds par la suite, jusqu'à avoir entre 2 et 3 bitcoins dans le portefeuille. Eh bien, Peter Todd a bloqué ces fonds-là sur un script qui, pour être dépensé, doit prouver l'existence d'une collision, ce qui affiche clairement aux yeux de tout le public euh, la collision en question. C'est donc un usage un peu astucieux de Bitcoin Script. C'était le dernier exemple de cette présentation. Dans une deuxième partie, on pourra détailler un peu plus le concept de taproot et on détaillera aussi un peu le concept de signature sur Bitcoin qui permet aussi de créer des protocoles intéressants. Merci pour votre écoute et à bientôt pour la deuxième partie.